dans la continuité de nos reportages, de notre série de portraits de gens d'ici, j'ai souhaité rencontrer une personne incontournable dans la région et dans la culture, Raymond Dufaux. Bonjour. Bonjour. Alors, ce n'est pas pour parler ni de la programmation culturelle d'Écorégie, ni de la programmation de l'opéra, bien que bien sûr tout est lié, que j'ai souhaité vous rencontrer, mais parler de vous. Tout simplement. Nous sommes à l'Opéra du Grand Avignon. J'imagine que cette maison, vous devez la connaître par cœur. Vous rappelez-vous de la première fois où vous êtes rentré dans cette maison? Je garde le micro, monsieur Dufaux. Ah oui, je m'en souviens très bien. Hélas, ça date de lointaines années maintenant. C'était très exactement en 1947. C'est l'année où j'ai vu mon premier spectacle ici. C'était un dimanche après-midi, c'était une opérette et c'était le Pays du Sourire. Et peut-être qu'à partir de là, le virus de la musique, de l'opéra m'est venu. En tous les cas, c'est le premier contact que j'ai eu avec cette maison. Donc, vous comptez, on soustrait 2013, 1947 de 2013. Je pense que ça doit faire 66 ans, quelque chose comme ça. À peu près. À peu près, même très exactement. Sans rentrer dans les chiffres. Alors, vous étiez donc un enfant ou un adolescent? Un enfant. Vous avez vu cette maison avec sans doute une émotion particulière qui peut-être n'est pas forcément descriptible, mais dans tous les cas sans doute forte, puisque aujourd'hui, 40 ans après, vous êtes à la direction artistique de cette maison. Vous avez pris les fonctions il y a près de 40 ans, je crois. Oui, il y a eu quelques étapes entre lorsque j'ai été nommé directeur de la maison en 1974, le 1er juin, donc ça va bientôt faire 40 ans. Et le moment où j'ai découvert la maison, c'est vrai que ça a été mon premier contact avec la musique et l'art lyrique à Sommage. Et à partir de ce jour-là, je suis venu tous les dimanches après-midi voir les spectacles qui se déroulaient, puisqu'à l'époque, on jouait beaucoup plus que ce qu'on joue maintenant. On jouait un opéra tous les jeudis, une opérette tous les samedis et dimanches. Et en fonction de mon âge, j'étais gosse, évidemment, je ne sortais pas le soir, et il y avait des spectacles que je n'avais pas à voir. Donc je venais le dimanche après-midi voir l'opérette, et puis petit à petit, j'ai vu d'autres spectacles. J'ai commencé à voir un opéra. Le premier opéra que j'ai vu, c'était le Faust de Gounod, peut-être 2 ou 3 ans après. Et voilà, et puis c'est parce que mon père, à ce moment-là, était déjà élu de la ville d'Avignon, puisqu'il était premier adjoint au maire. Donc, à raison de ses fonctions, il avait une baignoire, on appelait ça une baignoire à l'époque, en fond de salle, la baignoire numéro 10. Et donc, le dimanche après-midi, je venais avec mes grands-mères. Et puis, ce dont je me souviens, parce qu'on a quelques souvenirs comme ça, même s'ils sont fugaces, c'est que lorsque je revenais à la maison, après la représentation, c'était 1 an ou 2 ans après, de ce que je suis en train de vous dire, je griffonnais même sur mon cahier d'écolier des distributions, des spectacles que je venais de voir et tout. Alors j'imagine que c'était un peu sûrement n'importe quoi, mais c'est drôle quand je pense au fait que je faisais des distributions de spectacles que je venais voir. Donc il faut croire que le virus a été rapidement accroché. Et puis après, c'est vrai que bon, j'ai continué à fréquenter de plus en plus assidûment la maison. J'assistais à beaucoup de répétitions, à tous les spectacles. Je m'étais lié d'amitié avec le directeur de l'opéra de l'époque, auquel j'ai succédé, qui était resté une quinzaine d'années. J'avais fondé des liens d'amitié avec le chef d'orchestre de l'époque, qui était Paul Étuin, avec le metteur en scène et directeur de la scène, avec Gérard Boiroux, qui après a été directeur de l'opéra de Bordeaux, du baie musical de Bordeaux. Et c'est grâce à tous ces contacts-là que je pense que l'amour de l'opéra et de la musique se sont confortés en moi. Parallèlement, je ne me destinais pas du tout à un métier artistique au départ, puisque j'avais fait des études après mon bac, puisque j'ai fait toutes mes études à Avignon, puisque je suis né à Avignon. Donc je suis un pur produit avignonnais, accroché à mon rocher. Un vrai gens d'ici. Un vrai gens d'ici, tout à fait, tout à fait. Je le revendique fortement parce que je suis très attaché à ma ville et souvent ce que je dis, parce qu'on me dit parfois, oh là là, quel dommage que vous n'ayez pas fait une autre carrière, vous auriez dû être à l'Opéra de Paris, enfin ça c'est un autre problème. Et puis je pense que même si un jour on m'avait proposé la direction de l'Opéra de Paris, je ne sais pas si j'aurais accepté parce que c'est une énorme maison, il faut savoir ce qu'on sait pouvoir faire et ce qui peut être au-delà. Mais ce que je réponds surtout, c'est que pour moi, le plaisir le plus extraordinaire qui a été le mien, c'est de pouvoir exercer le métier que je fais aujourd'hui dans
la ville où je suis né et dans l'opéra qui appartient à cette ville. Donc il n'y a pas de plus beau cadeau pour moi que ça. Donc c'était tout à fait essentiel et c'est pour ça que je revendique ma filiation avec la ville d'Avignon. En plus, mon père a été aux affaires de la ville pendant quelques 35 ans, soit en tant que premier adjoint, soit en tant que maire de la ville. Donc on est quand même profondément liés les uns et les autres à l'histoire de cette ville. Et donc, après avoir fait toutes mes études, à l'époque, c'était même pas on n'appelait pas ça école primaire, c'était le petit lycée Mistral, qui est rue Frédéric Mistral à Avignon. Après, j'ai fait mes études au lycée Mistral. J'ai même inauguré ce qu'on considère aujourd'hui comme un vieux lycée, le lycée Mistral, rue d'Annanel, pour ma dernière année, puisque j'avais fait MATLM, mathématiques élémentaires. Et après, donc, j'ai fait des études de sciences économiques à la faculté d'Aix. Et parallèlement, parce que c'était vers quoi je me destinais, c'était des études d'expertise comptable, puisque mon métier, normalement, ça aurait dû être celui d'être expert comptable. J'avais fait un stage chez un expert comptable avignonnais qui s'appelait Monsieur Praël, qui était rue Guillaume-Puy. Et puis après, je suis rentré comme conseiller juridique et fiscal dans une société à Avignon, rue Joseph Vernet, qui était la Vauclusienne de gestion, et j'avais mes propres clients sur le plan comptable. C'était donc vraiment la voie. En plus, j'ai toujours adoré les chiffres et les maths. Et puis parallèlement, donc, j'avais cette vocation, je pense, qui devenait de plus en plus prégnante et de plus en plus importante. À un moment donné, je crois que j'avais 18 ans de mémoire, le rédacteur en chef du Provençal de l'époque, la Provence aujourd'hui, qui était Jean Boissieu, qui était un homme particulièrement attachant, qui a travaillé ensuite à la Provence à Marseille, qui malheureusement n'est plus parmi nous aujourd'hui. C'était lui qui faisait les critiques de tous les spectacles de l'opéra. Et un jour, il m'appelle, on jouait Les Huguenots de Meyerbeer, qui est un ouvrage qu'on joue très, très peu souvent. Et il me dit, tu sais, parce que je le voyais tout le temps, évidemment, aux répétitions, aux représentations, je ne peux pas faire la critique demain, je te demande de la faire. Je suis tombé un peu dénu parce que j'avais jamais fait ça de ma vie. En plus, j'étais pas forcément bon en français à l'époque. Maintenant, le côté rédactionnel est un peu mieux venu. Je lui dis non, mais moi je ne sais pas faire ça. Si, tu es tout le temps là, tu es au courant de tout, tu sais exactement ce qu'il en est. Si, tu me rendras service. Donc j'ai fini par la faire. Il n'en a plus jamais fait aucune et je les ai toutes faites jusqu'à ce que je sois nommé directeur de l'opéra, c'est-à-dire pendant à peu près 15 ou 18 ans. Et en même temps, parallèlement, j'ai été amené à faire les critiques des Corégies d'Orange, sans savoir un jour que je serais aux manettes des Corégies et que ce seraient d'autres qui critiqueraient les spectacles que je monte. Voilà un peu l'historique rapidement balayé. Donc vous êtes le maillon de la chaîne, de votre propre chaîne successive des étapes de votre vie. C'est ce qu'on appelle le destin, ça. Voilà, mais que je regrette pas du tout, parce que c'est vrai que par boutade, certaines fois, je dis que j'aime plus la politique, et on peut comprendre pourquoi par rapport à ma filiation que l'opéra. Et c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé faire une carrière dans la politique, non pas une politique politicienne, mais j'aurais beaucoup aimé être maire d'une ville pour faire vraiment un travail très réaliste, très précis, très en proximité avec la population. Bon, j'ai choisi une autre voie. Cette voie est formidable pour moi. Donc je n'ai pas de regrets de toute façon. Pas de regret d'expert comptable Non, ça me sert énormément au jour d'aujourd'hui d'avoir fait ces études-là, parce que c'est vrai que ce soit au Corégie d'Orange, un peu moins maintenant à Avignon depuis 10 ans, puisque je n'en suis que le conseiller artistique, mais j'en ai été directeur quand même général pendant une trentaine d'années. Donc il est évident que le fait que j'ai fait des études d'expertise comptable, que j'ai travaillé déjà dans le métier, me permet de monter facilement les budgets, de les lire, de les suivre et tout. Donc ce qui est quand même un avantage considérable dans le cadre des fonctions que j'ai sur le plan culturel. Parce que je crois qu'il faut savoir aujourd'hui que gérer un opéra comme celui d'Avignon, que gérer les Corégies d'Orange ou d'autres structures, c'est gérer des entreprises, comme si on était dans le domaine privé, parce que moi, c'est ma théorie. On dépend en plus dans l'ensemble moins peut-être à Orange, beaucoup moins à Orange qu'à Avignon, des fonds publics. Je pense qu'on est responsable aussi des fonds publics avec lesquels on travaille et qu'on a un devoir d'exigence vis-à-vis de ça et de rigueur. Alors justement, quand vous parlez de rigueur, vous parlez d'exigence, vous parlez de difficultés parfois, comment arrivez-vous à... En même temps, vous me direz, c'est votre savoir-faire qui vous permet d'arriver là, mais comment arrivez-vous à gérer justement toutes les pressions extérieures que vous pouvez ressentir ? Je répondais que ça fait partie du métier, ça, et de tous les métiers. Chaque métier est confronté à des pressions, quelles qu'elles soient,
dans toutes les professions, à un degré plus ou moins fort. Et puis il faut savoir que quand on accepte de prendre certaines responsabilités, on doit être à même de faire face à un certain nombre de problèmes qu'on est là pour régler. On n'est pas là que pour recevoir les applaudissements du public à une tombée de rideau lorsque le spectacle s'est bien passé. Si ça n'était que ça serait formidable. Il y a tout ce qu'il y a derrière et qui nous appartient de régler au fur et à mesure des jours qui passent. C'est un métier formidable en ce sens-là, parce que c'est un métier comme tous les autres métiers où il y a des problèmes, mais où on a aussi des satisfactions peut-être que n'apportent pas certains autres métiers. En 40 ans, vous avez dû voir, j'imagine, une belle évolution des carrières, une belle évolution des organisations au niveau opéra, au niveau chorégie. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre expérience? J'ai vu, il y a eu des évolutions à plusieurs niveaux et je dirais dans plusieurs sens. Si on fait un bilan très général, hein, sans rentrer vraiment dans le détail sur, disons, une quarantaine d'années, moi j'aurais tendance à dire qu'on ne fait plus aujourd'hui le même métier que celui qu'on faisait il y a quelques 40 ans. C'est vrai que les problèmes administratifs, les problèmes financiers étaient beaucoup moins prégnants que ce qu'ils peuvent être aujourd'hui, et on avait davantage le temps de se consacrer aux problèmes artistiques. Et c'est vrai que les premiers ont pris énormément le pas au jour d'aujourd'hui sur les seconds. C'est vrai que le contexte est beaucoup plus difficile, notamment sur les toutes dernières années, dans les années qu'on vit, et je pense que ça n'est pas fini, qu'on est face à des contraintes économiques et financières extrêmement fortes, qu'il est évidemment nécessaire de tenir compte de ça. Et donc ça, je dirais que c'est peut-être une évolution dans le mauvais sens. Et moi, je dis toujours que dans une salle de spectacle, dans une salle qui se consacre au spectacle vivant, quelle qu'elle soit, il ne faut jamais, parce que ça n'est pas bon in fine, que les questions administratives, techniques, etc., prennent le pas sur l'artistique. Et ce que je dis souvent, c'est que la technique et l'administratif doivent être au service de l'artistique. Alors évidemment, dans le cadre d'un respect du budget qui est mis à votre disposition, ça me semble évident, dans le cadre des conventions qui régissent le fonctionnement de personnel, c'est tout à fait évident ça. Mais à partir de là, et dans ce cadre-là, il est impératif que l'administratif et le technique soient au service de l'artistique et non pas le contraire. L'artistique ne doit pas être au service de l'administratif. Et c'est ce que je dis souvent. Dans la fonction publique, dans n'importe quelle administration, si un travail n'est pas fini le vendredi à 16 heures, sauf un travail extrêmement urgent, si un conseil municipal le soir, il peut très bien être poursuivi le lundi ou le mardi et personne ne s'en portera plus mal. Là, malheureusement, nous, si le travail n'est pas fini le vendredi à 16 heures, pour reprendre cet exemple, si on a un rideau qui doit se lever le samedi, il faudra bien que le spectacle soit prêt, que le rideau se lève à l'heure et au jour dit, tel qu'annoncé dans la plaquette et tel que le public attend. Donc c'est là qu'on ne fait pas le même métier. Et c'est là que je dis que le service opéra, au sein d'une collectivité, ne peut pas être considéré de la même manière que n'importe quel autre service municipal, service technique, service de la voirie, service de l'état civil. Ça n'a rien à voir parce qu'on est en direct avec un spectacle. J'entends souvent dire maintenant, vous n'avez qu'à anticiper sur les choses qui peuvent se passer. Il y a des choses dans le spectacle, malheureusement, même si on anticipe le maximum de choses, il y a toujours des impondérables qui peuvent se passer au dernier moment. J'ai le souvenir, il y a un certain nombre d'années, quand j'avais donné un opéra de Rossini, où le ténor avait fait défection pour des raisons artistiques et vocales au dernier moment. C'est un ouvrage qui est très peu joué dans le monde, et on a eu toutes les peines du monde au dernier moment à trouver quelqu'un. J'ai eu un ténor sur une représentation, un ténor sur une autre, avec des problèmes énormes. J'ai le souvenir d'avoir entendu quelqu'un sur le plan administratif qui m'a dit « Mais pourquoi vous n'avez pas anticipé ?» Ou à ce moment-là, il n'y a qu'à supprimer le rôle. J'ai dit « Mais est-ce que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de dire ? Il y a un opéra qui est écrit, un rôle qui doit être chanté, et vous imaginez être en train de me dire qu'il n'y a qu'à supprimer le rôle ?» C'est aberrant. Et c'est là que je dis qu'il y a un gros problème quand l'administratif prend le pas sur l'artistique. En revanche, pour répondre sur un deuxième temps à votre question, je pense qu'il y a eu une évolution considérable sur le plan artistique au fil de toutes ces années. Et c'est vrai que quand moi j'ai commencé à m'occuper de l'Opéra d'Avignon en tant que directeur, et après l'avoir connu, comme je le rappelais, pendant des années et des années, on ne fait plus non plus le même métier, et ça je dirais fort heureusement sur le plan artistique. C'est vrai qu'on avait en stock dans l'atelier de décor une toile peinte qui était un salon de tel style,
une forêt, un fond de forêt, et on baissait la toile et on jouait le troisième acte d'un opéra ou le deuxième acte d'une opérette dans ces décors-là. Les artistes des chœurs à l'époque avaient ce qu'on appelait, fournissaient leur propre vestiaire, c'est-à-dire que chaque artiste des chœurs, par exemple je pense aux dames, avait des robes de tel style, style directoire, style 18e, style 19e, etc., etc., avec une incohérence entre les unes et les autres que je vous laisse imaginer. Tout ça, ça a profondément évolué. Et c'est vrai qu'il y a une amélioration de la présentation esthétique des ouvrages totalement considérable. On répète beaucoup plus que ce qu'on répétait auparavant. Avant, si vous voulez, quand on montait un opéra, je vous le rappelez tout à l'heure, on jouait le jeudi soir, tous les jeudis un opéra. On faisait une générale le mercredi soir et les artistes arrivaient le mardi. Et on répétait à partir du mardi 2 jours. Maintenant, on répète 3 semaines. Et il est évident que avoir 3 semaines de répétition sur le spectacle, ce qui est à peu près la raison moyenne d'une durée de répétition. Il y a des maisons où on répète beaucoup plus, des maisons où on répète encore un peu moins. Je crois que 3 semaines, c'est bien. Mais ça permet évidemment d'avoir une qualité de spectacle qu'on produit. Et maintenant, le public est habitué à cette qualité de spectacle, à la concurrence de la télévision. Les choses ont considérablement évolué, du cinéma et tout. Et donc, on se doit de maintenir ces critères de qualité. Et ces critères de qualité passent par ces modalités de répétition, de préparation. Et ça, par contre, c'est extrêmement positif dans l'évolution du monde du spectacle. Vous ressentez les artistes plus disponibles maintenant qu'il y a des dizaines d'années? Je ne dirais pas ça comme ça, parce que je pense que dans une époque un peu plus lointaine, ils étaient tout aussi disponibles, mais sur la base d'une autre manière de travailler. La manière de travailler, comme je viens de le dire, a changé, a évolué, je pense, dans un sens plus approfondi. On exige beaucoup plus des artistes aujourd'hui. Parce qu'il y a quelques années, il y a 30 ans, il y a 40 ans, je pense que les qualités vocales étaient nécessaires, évidemment, mais à l'époque, elles se révélaient suffisantes. Même si un artiste n'avait plus l'âge du rôle, même s'il n'avait pas le physique du rôle, même s'il n'avait pas tout à fait la musicalité et le style qu'on serait en droit d'exiger, dans la mesure où il avait une voix et qu'il assurait vocalement son rôle, ça suffisait. Aujourd'hui, ça serait totalement insuffisant. Alors, par contre, je dis que il ne faut pas qu'il n'ait que les autres qualités et plus les qualités vocales, parce que la voix reste la base nécessaire de la prestation d'un artiste dans le domaine de l'opéra. Mais s'il n'a pas toutes les autres qualités qu'on exige aujourd'hui, ça ne peut plus marcher. Parce que si on monte Butterfly, comme on l'a fait il y a quelques semaines, si on reprend Roméo et Juliette, il est impossible maintenant de voir une fille qui chante Butterfly ou Juliette qui n'est pas à peu près le physique du rôle, qui n'est pas l'âge du rôle, qui n'est pas le style, la musicalité, enfin tout ce qu'on attend. Et ça, c'est par rapport à la télévision et au cinéma aussi. Avant, moi j'ai une énorme admiration pour Montserrat Caballé, qui était une chanteuse qui n'a pas été égalée depuis par ses qualités vocales, musicales, les sons filés, pianiques, étaient sa réputation internationale. Mais c'est vrai qu'elle avait un physique, on dirait, enveloppé, et que les choses, que ça n'empêchait pas de chanter Mimi avec Pavarotti sur la scène de l'Opéra de Nice. J'avais assisté à ces représentations. Je pense que c'est quelque chose aujourd'hui, au-delà des qualités vocales exceptionnelles qu'avaient ces deux artistes, qui peut-être passerait moins vis-à-vis du public qui exige d'autres qualités, et un faisceau de qualités surtout. Monsieur Dufaux, vous auditionnez aussi des solistes lyriques. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'exigeant et quelles sont vos influences ? Exigeant, je crois qu'il faut l'être. Oui, c'est vrai que je fais énormément d'auditions, j'entends énormément de chanteurs tout le long de l'année, que ce soit l'opéra ici, que ce soit au Corrégie d'Orange, que ce soit par l'intermédiaire du Centre français de promotion lyrique dont je m'occupe sur le plan national avec d'autres collègues directeurs, qui est une association qui a pour objectif d'aider à l'insertion et à la promotion de jeunes chanteurs. On avait fait des concours voix nouvelles au cours desquels on avait découvert des gens comme Nathalie Dessay ou d'autres qui font des superbes carrières aujourd'hui. On a fait des coproductions sur le plan national, comme le Voyage à Reims il y a quelques années, comme les Caprices de Marianne de Sauguet qu'on va monter sur les saisons 14-15 et 15-16. Et à partir de là, je participe à beaucoup de jurys de concours que je préside ou au sein duquel je participe. Donc, ce qui me... Et je pense que c'est tout à fait important parce que ça permet aussi de connaître les chanteurs, de les découvrir, d'être plus exigeant aussi vis-à-vis de soi-même. Parce qu'au fur et à mesure qu'on entend des centaines et des centaines d'artistes, on a une exigence aussi vis-à-vis de ce qu'on doit
doit attendre d'un chanteur. Et je pense qu'il faut qu'on soit exigeant aussi vis-à-vis de ces jeunes chanteurs. Parce que c'est vrai que la concurrence est beaucoup plus ouverte que ce qu'elle était il y a un certain nombre d'années, qu'on constate une mondialisation du chant aussi, comme on le constate dans le domaine économique, et qu'il faut savoir que les jeunes chanteurs français, s'ils veulent aborder une carrière de manière positive et importante aujourd'hui, il faut qu'ils soient exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes. Et par rapport à la question que vous me posez, c'est vrai que ce qui me semble important de la part de responsables comme nous le sommes, c'est d'être vrai et réaliste vis-à-vis d'un jeune chanteur. Alors c'est parfois pas difficile, pas facile pour un jeune chanteur d'entendre certaines choses, parce qu'en plus ces jeunes chanteurs, ils ont des professeurs de chant. Et quand je lis certains répertoires qu'ils chantent ou que leur font chanter les professeurs, je leur dis parfois, mais est-ce que vous vous rendez compte que ça, vous ne pouvez pas le chanter, ou il y a un certain nombre d'airs dans leur répertoire qui sont tellement différents les uns des autres que c'est invraisemblable qu'on puisse leur faire chanter un tel programme. Est-ce que vous pensez qu'en leur disant la vérité, vous leur permettez d'avancer eux-mêmes et de prendre... Je vais vous dire, c'est à eux de faire le tri. Moi je leur dis... je ne suis ni professeur de technique vocale, ni professeur de chant. Je leur dis, moi je vous dis ce que je suis en train de ressentir de ce qu'est votre prestation. Après, vous en faites ce que vous voulez. Je pense que ce que je suis en train de vous dire correspond à la réalité de la prestation vocale que vous avez faite. Alors il y en a, parce que le devoir que je me fais aussi, c'est que chaque chanteur que j'écoute a une note d'audition écrite qu'il reçoit dans les jours qui suivent, qui fait une vingtaine ou une trentaine de lignes, et à partir de laquelle je lui dis un peu l'ensemble des choses que j'ai ressenties. Alors après, j'ai des contacts avec eux, il y en a qui me rappellent, qui m'écrivent pour me remercier de ce que j'ai pu leur dire, que ça leur sera utile après dans leur réflexion sur leurs études vocales, etc. Il y en a parfois qui me disent ah non, oui, vous me dites ça, mais bon, ben non, mais moi je pense que c'est normal que je chante ce que je chante et tout. À ce moment-là, moi, bon, ben, c'est leur problème. Ce que je leur dis souvent, c'est quand ils me disent aussi ah oui, mais ce que vous me dites, moi j'ai auditionné quelque part et on m'a dit que c'était très bien, etc. Et je leur dis tout de suite, quand ils ont tendance à me dire ça, à ce que ce moment, on vous a proposé un contrat. Et comme c'est souvent pas le cas, je leur dis, ben, je ne vous en dirai pas plus. Après, c'est à vous-même d'en tirer les conclusions. Mais c'est vrai que je pense que ça ne serait pas honnête de notre part d'essayer de ne pas être juste et à partir de juste exigeant avec eux. Parce que je pense qu'on n'a pas le droit non plus de leur vendre du vent. Et quand je suis jury d'un concours aussi, je crois qu'il faut être extrêmement vigilant dans les récompenses qu'on peut donner. Parce que si quelqu'un sort d'un concours international avec un premier prix, c'est que pour moi, ce premier prix, il a une véritable signification. C'est qu'à ce moment, il est prêt à pouvoir entrer dans le métier. Et à ce moment, si on donne un premier prix comme ça, en sachant pertinemment qu'il ne l'est pas, je pense que c'est très malhonnête de ceux qui donnent à ce moment-là cette récompense. Alors vous semblez être un homme de valeur, un homme juste. Est-ce que vous pensez que c'est ce que... Complètement. C'est ce que vous semblez être, voilà, puisque votre démarche est d'être le plus juste possible, dans tous les cas d'essayer d'être le plus juste possible envers les autres. J'ai toujours essayé aussi parce que, bon, je sais que j'ai la réputation d'être très exigeant, que j'ai la réputation de ne pas avoir un caractère facile, et je suis tout à fait conscient de ça. Et les exigences que je peux avoir, on parle des exigences vis-à-vis des jeunes chanteurs, ces exigences, je les ai aussi de la même manière dans la conduite et dans la gestion d'une maison. Je pense que c'est vrai que je suis exigeant vis-à-vis des personnels qui travaillent dans une maison, de la même manière que je suis exigeant vis-à-vis de moi-même. Il faut d'ailleurs qu'on montre soi-même son exigence pour pouvoir l'obtenir des personnes avec lesquelles on travaille. En revanche, j'ai toujours, et je pense que les personnels des maisons avec lesquelles je travaille peuvent en témoigner, j'ai toujours essayé d'être le plus juste possible avec eux, parce que est-ce qu'on sait à quel moment est vraiment la justesse d'appréciation, mais j'ai essayé d'être les plus justes. Et quand un agent dans une maison a été confronté avec un problème et quand je sentais que le problème n'était pas fortement juste, j'ai toujours été à même de le défendre vis-à-vis d'une collectivité et tout, dans la mesure où je savais à ce moment-là que c'était quelque chose de juste à défendre vis-à-vis de la personne.
Dans ces 40 années d'activité au sein des maisons culturelles, hein, dans le Vaucluse, entre les chorégies et l'opéra, quelle a été votre plus belle rencontre qui vous a marqué et qui fait partie de vos C'est une expériences? question qu'on me pose souvent. Il y en aurait des quantités pour mille raisons. L'une des plus belles rencontres que j'ai eues, moi, c'est quand j'étais adolescent. Que j'ai eu là, bon, évidemment, je disais en début de mes propos là, que je fréquentais l'Opéra d'Avignon depuis que j'avais l'âge de 6 ou 7 ans. J'ai eu la chance aussi, parce que j'étais aussi assidu au Festival d'Avignon dans la cour d'honneur du Palais des Papes lorsque Jean Vilar en était le directeur. Et j'ai eu la chance, parce que le QG de Jean Vilar à l'époque, c'était dans un hôtel qui s'appelait l'Auberge de France, qui est devenu les Domaines aujourd'hui. Et c'est un peu d'ailleurs de l'Auberge de France qu'est né, de la patronne de l'époque, Madame Struby, que naît le festival. Il fabriquait les costumes dans des salles de pommes de terre au premier étage de l'hôtel. Ça a été la grande histoire des premières heures du festival. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer, quand j'étais adolescent, Jean Vilar, de discuter avec lui à l'Auberge de France quand le service de restauration était terminé, quand les spectacles avaient lieu dans la cour d'honneur. On discutait avec lui. Et pour moi, vous imaginez un garçon de 16 ans, 17 ans, face à Jean Vilar, qui était un peu le pape du théâtre populaire à l'époque. C'est un souvenir extraordinaire. En plus, Jean Vilar, à l'époque, commençait à vouloir travailler sur l'opéra. Il a mis en scène un premier Don Carlo à l'Opéra de Vérone. Malheureusement, je pense qu'il aurait fait une formidable carrière en opéra, où il aurait amené quelque chose sur le plan esthétique qu'ont amené des metteurs en scène de théâtre comme Lavelli, comme Chéreau ou autres. Et je dois dire, pour moi, ça a été une rencontre extrêmement précieuse. Et l'autre jour, je vais vous dire, et ça c'est extrêmement récent, on a eu la chance de recevoir une nouvelle fois Michel Bouquet samedi soir dans le Roi Semeur de Ionesco, sur la scène de l'opéra. Et j'ai vu les propos qu'il avait eu la gentillesse de tenir sur moi dans une interview qu'il avait donnée à votre confrère de Vaucluse Matin. Et je dois dire que ces propos m'ont énormément touché, parce que ce qu'il a eu la gentillesse de dire sur moi, venant d'un artiste comme Michel Bouquet, c'est la plus belle récompense qu'on puisse me faire. Vos projets, alors, Monsieur Dufaux, j'imagine que vous en avez plein. Est-ce que vous pouvez nous en faire part, culturel, politique? En politique, je n'ai aucun projet politique, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'aurais aimé faire une carrière politique, je ne l'ai pas faite, j'ai choisi une autre voie, donc je n'ai aucun projet politique. J'ai une sensibilité, c'est évident, comme chacun d'entre nous, dont je ne parle pas et dont je n'ai pas à parler. Et je suis là, à raison de la fonction qui est la mienne. J'ai travaillé depuis toutes ces années, que ce soit à l'Opéra d'Avignon, au Chorégie d'Orange, à l'Auditorium de Vaucluse, avec des personnalités politiques de tous les horizons. Je crois que j'ai balayé tout le panorama, notamment à Orange, où j'ai connu des maires de toutes les couleurs politiques, depuis un premier maire communiste quand j'ai été nommé, jusqu'à un maire Front National, aujourd'hui Ligue du Sud à Orange, en passant par un maire socialiste, un maire RPR, des présidents UDF, UMP socialistes. Donc j'ai connu tous les chiquiers politiques. Mon rôle, je pense, à travers les fonctions qui m'ont été confiées, c'est de faire le métier qu'il m'a été demandé de faire. Et je suis là pour travailler avec toutes les opinions politiques qui peuvent être ceux qui sont aux affaires. En revanche, je ne céderai jamais rien aux options qui sont les miennes sur le plan artistique. Moi, j'ai toujours dit, à partir du moment où un conseil d'administration ou une collectivité, à Orange, on est en association, dépend d'un conseil d'administration qui est présidé par Thierry Mariani. À Avignon, à l'Opéra, qui dépendait de la ville, qui dépend depuis le 1er janvier 2013 du Grand Avignon, on dépend d'une collectivité publique. On est là, évidemment, pour répondre aux desiderata généraux d'une collectivité publique, mais je pense qu'il appartient aussi au directeur général qui est nommé d'être responsable de la politique qu'il souhaite nommer. Après, si la ville n'est pas satisfaite de la manière dont c'est normal qu'il souhaite changer ensuite de direction et tout, mais je pense qu'il n'est pas opportun que le personnel politique se mêle des orientations artistiques d'une maison. C'était la responsabilité directe et la seule responsabilité de la direction. Et ça, j'ai toujours été très ferme là-dessus.
Alors pour répondre à vos projets culturels, alors Les projets, ben, vous savez, à l'âge où je suis arrivé, on est plutôt quand même en fin de parcours que dans le cadre de penser à des projets. Donc à l'heure actuelle, vous savez que bon, le maire d'Avignon, l'année dernière, avant que l'opéra passe sur le Grand Avignon, m'avait demandé de faire 2 ans de plus, puisque j'avais vraiment décidé de m'arrêter en juin 2014, précisément par rapport au fait que le 1er juin 2014, ça fera exactement 40 ans que j'avais été nommé à la direction de l'opéra. Bon, j'ai finalement accepté de prolonger de 2 ans jusqu'en 2016, du fait que c'était le passage de Grand Avignon, donc c'était mieux peut-être pour la collectivité qu'il garde cette assise artistique. Donc il est clair que juin 2016 sera ma dernière prestation ou ma dernière participation à l'opéra. Ben, j'essaie tout simplement de m'acquitter de ces 2 années supplémentaires du mieux que ce que je pourrais faire, en espérant que j'aurai toujours la même passion et surtout la santé pour pouvoir le faire. La même manière pour les chorégies. Alors il est vrai que sur le plan national, je m'occupe du CFPLA, du Centre français de promotion lyrique. Là aussi, j'en préside le conseil d'administration, mais il y a des élections tous les 3 ans, je crois, de mémoire qu'il y a de nouveau une élection en 2015. J'ai le temps de réfléchir pour savoir s'il est opportun ou pas que je me représente, parce que je pense aussi, je l'ai toujours dit, et je le dis en toute sincérité, en toute lucidité, qu'il faut savoir aussi ne pas faire l'année de trop. Et je pense aussi qu'il faut être lucide de savoir soi-même quelle sera l'année qui ne sera pas l'année de trop. C'est pour ça que, avant de dire oui à Madame le maire quand elle m'a demandé de rester jusqu'en 2016, je me suis vraiment posé cette question de savoir si c'était opportun que je dise oui. Parce que, vous savez, c'est vrai, ça fait 40 ans que je travaille à Avignon. Il pourrait y avoir à la fois de la part du public et peut-être plus encore du personnel aussi une certaine lassitude à me voir toujours dans la maison et tout. Alors c'est vrai que ça m'a fait plaisir de voir quand les gens ont su que je restais 2 ans de plus, qu'ils étaient plutôt contents de savoir qu'il y avait encore 2 années supplémentaires, mais je ne voudrais pas un jour qu'on me dise il y en a assez de voir du faux, il y en a marre, qui passe le relais, qu'on envoie un autre. Et je trouverais ça tout à fait normal. En plus, moi je suis extrêmement réaliste, je disais tout à l'heure exigeant mais réaliste aussi. Je pense conduire une certaine politique qui, d'une manière générale, je pense, marche sur le plan artistique, parce si elle ne marchait pas, il n'y aurait pas de public dans la salle et on ne ferait pas des spectacles de qualité. Mais je pense aussi qu'à un moment donné, quelqu'un d'autre arrivera dans la maison, parce que beaucoup de gens dans la maison se font du souci, le jour où je m'en irai, par rapport à peut-être à l'empreinte que j'aurais laissée dans la maison. Mais ce que je leur dis, c'est qu'il y a de très bons professionnels dans tous les métiers, et notamment dans le métier de l'opéra, qu'il suffira simplement de choisir le bon professionnel pour me succéder. Et la personne qui viendra pour me succéder, que ce soit Orange ou Avignon, ce sera quelqu'un qui apportera peut-être d'abord parce qu'il sera beaucoup plus jeune que moi, de nouvelles imaginations, une nouvelle structuration de la maison. Et pourquoi pas, il faut que les maisons s'ouvrent, que les maisons continuer à innover, et la personne qui sera là pour venir après moi, je pense, sera à même de le faire, et je suis vraiment dans cette démarche, moi. donc vous partirez complètement dégagé de vos fonctions. Ah oui, en espérant simplement que j'aurai accompli de la meilleure manière possible la mission qu'on m'aura confiée pendant tant d'années. Un travail accompli, un esprit dégagé de laisser vos fonctions, Monsieur Dufaux. Donc après, voilà, comment allez-vous Pour répondre à ce que vous dites, là, dégager. Oui, à l'heure actuelle, quand j'avais prévu de m'en aller en juin 2014 à l'Opéra, pour moi c'était clair dans ma tête. Après, une fois que je serais arrivé au 30 juin 2014, qu'est-ce qui serait passé dans ma tête? Est-ce que ça se serait vérifié? Je n'en sais rien, c'est pas forcément évident à dire, mais c'est quand même extrêmement clair dans ma tête. Je sais que j'ai d'autres sujets d'intérêt. Moi, j'adore aller au cinéma. J'ai très peu le temps d'y aller parce que j'assiste énormément, parce que c'est normal, aux répétitions, à toutes les représentations. Donc évidemment, ça prend une énorme partie du temps. Donc j'ai très peu de temps pour aller au cinéma. Et je vais voir quelques films qu'il me plaît d'aller voir, mais j'aimerais en avoir beaucoup plus. J'adore jouer aux cartes aussi, notamment au bridge. Mais enfin, il y a une éternité que je n'y joue plus à la belote, parce qu'on a des petites équipes là, à l'opéra, avec des danseurs, avec qui on joue de temps en temps, mais enfin, pas, pour ce qui me concerne, pas très régulièrement. D'ailleurs, ce qui est très drôle, et ça, il y a des choses que je ne comprends pas, parce qu'il y a certaines personnes à la maison qui savent que je joue de temps en temps à la belote coinchée avec les danseurs, et qui me disent oui, mais à ce moment-là, ça modifie les relations que vous pouvez avoir avec eux. Comment pouvez-vous, après, en étant directeur ou conseiller artistique, vis-à-vis d'eux et tout, je dis ça, c'est 2 choses totalement différentes. Chacun doit faire la part des choses, et ça n'a rien à voir, ça.
C'est important pour vous la relation humaine entre... Je pense, oui, oui, exactement. Oui, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'on peut être très exigeant vis-à-vis de quelqu'un, dans la mesure où il comprend cette exigence, où cette exigence est justifiée. Mais à partir de cette exigence, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'il faut essayer d'être aussi le plus juste possible avec les gens, pour qu'ils puissent comprendre précisément. Et je pense que ça fait partie de l'ensemble des relations humaines. Et c'est vrai, je le dis parce que c'est une réalité. Tant que j'ai été directeur général de la maison, ça a été de 1974 à 2002. C'est vrai que bon, je manageais l'ensemble de la maison, sur le plan artistique certes, mais aussi sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan des relations avec le personnel. Alors c'est vrai qu'il y a eu des problèmes avec les personnels, mais ça n'a jamais été au-delà de questions internes. Ça s'est toujours réglé en interne. Jamais, par exemple, les syndicats ne sont intervenus dans le règlement d'un problème, parce que je pense que si on vous a confié la direction d'une maison, c'est que les personnes qui vous ont confié cette direction ont souhaité aussi que tous les problèmes, bon, sauf s'il y a des problèmes majeurs qui doivent aller au-delà, soit réglés en interne. Je pense que c'est le rôle d'un directeur de faire ça. Et c'est vrai que j'ai toujours essayé de faire en sorte qu'il en soit ainsi. Rendez-vous en 2016 alors pour vos autres projets après l'opéra, Monsieur Dufaux. Merci beaucoup. Merci à vous.